Mon père m'a renvoyé après avoir cru les mensonges de mon frère. Tu n'es plus mon fils, a-t-il hurlé. 6 mois plus tard, je lui ai remis les preuves qui ont tout détruit. Maintenant, mon frère supplie pour de l'aide. Salut, Reddit. Après avoir trimé pendant 12 ans dans l'entreprise de mon père, il m'a traité de voleur, m'a fait escorter hors du bâtiment par la sécurité et m'a dit que je n'étais plus son fils. Tout ça parce qu'il a cru les mensonges de mon frère. C'était il y a 6 mois. Laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Léo, j'ai 36 ans. Et jusqu'à il y a 6 mois, j'étais le directeur des opérations chez Fournitures Industrielles Mercier. C'était une entreprise familiale de 3e génération que mon grand-père avait démarré dans un garage, transformée en une société de fabrication de 37 millions d'euros par mon vieux, Laurent. Nous fabriquions des pièces industrielles, des composants hydrauliques et des fixations spécialisées. J'ai passé 12 ans à occuper tous les postes, depuis le plancher de l'entrepôt, charger des camions à 5 heures du matin en hiver quand j'avais 23 ans, faire fonctionner les machines à commande numérique, gérer les stocks, les contrats avec les fournisseurs et les cauchemars logistiques. Mon père l'exigeait. Gagne ta place ou dégage. Alors, je l'ai gagné. Puis il y avait mon frère, Simon. 2 ans de moins, plus beau, et né avec un charme qui faisait oublier aux gens qu'il n'avait jamais fait une dure journée de travail. Pendant que j'étais dans l'entrepôt, Simon était à l'université, faisant la fête pour obtenir un diplôme en commerce que notre père payait. Quand Simon nous a rejoints à 25 ans, il est directement devenu vice-président des ventes. Pas de temps en entrepôt, pas de sale boulot, juste un bureau d'angle, une voiture de fonction et un salaire qui faisait passer mes 12 années de travail pour une blague. Le vieux appelait ça un « placement stratégique ». Il disait que Simon avait des compétences relationnelles qui me manquaient. Il disait que la vente exigeait un certain type de personnalité, et que Simon était un talent naturel. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que Simon lui rappelait celui qu'il était à cet âge, et que je lui rappelais mon grand-père, qui avait été mécanicien d'abord et homme d'affaires ensuite. Dans l'esprit de mon père, être doué de ses mains signifiait qu'on n'était pas tout à fait assez bon pour la suite exécutive. Mais voilà le truc, quand on est le fils négligé, on fait attention. On remarque les détails. On documente tout parce qu'on sait qu'on n'aura jamais le bénéfice du doute. Quelque chose n'allait pas avec les chiffres. J'ai commencé à le remarquer 8 mois avant que tout n'explose. Des écarts de stock, des bons de commande pour des matériaux qui n'arrivaient jamais, des notes de frais des voyages de vente de Simon qui semblaient gonfler par rapport au contrat réellement conclu. Rien d'énorme au début, juste de petites choses qui ont fait sonner mon détecteur de conneries. Et une fois qu'on commence à voir les fissures, on ne peut plus les ignorer. J'ai fait l'erreur d'en parler à mon père lors d'une réunion hebdomadaire. J'ai demandé s'il voulait que je vérifie les dépenses du service des ventes. Le visage du vieux est devenu rouge. Tu remets en question le travail de ton frère, Léo ? J'ai fait marche arrière. J'ai dit, je voulais juste être méticuleux, juste essayer de garder les comptes propres. Mais Laurent n'en voulait rien savoir. Il s'est lancé dans un discours sur le fait que la vente exigeait des investissements, qu'il fallait dépenser de l'argent pour en gagner, et que Simon avait ramené 3 clients majeurs l'année passée pendant que j'étais coincé à m'inquiéter de la paperasse. C'est là que j'aurais dû savoir que j'étais foutu, quand votre propre père défend les dépenses douteuses de votre frère avant même que vous ayez fini de poser la question. Arthur Chevalier était la seule personne qui ne me traitait pas comme un paranoïaque. Il travaillait pour l'entreprise depuis 23 ans, un comptable de la vieille école qui faisait plus confiance à ses propres calculs qu'aux ordinateurs. Nous examinions les rapports trimestriels quand je lui ai montré les écarts. Il est resté silencieux, a sorti ses lunettes de lecture et a examiné chaque document pendant 20 minutes. Tu as raison. Quelque chose ne va pas, mon estomac s'est noué. Quand un directeur financier avec 2 décennies d'expérience confirme vos soupçons, vous n'êtes pas paranoïaque. Vous êtes sur la piste de quelque chose de grave. Arthur a sorti un bloc-notes et a commencé à écrire des chiffres, croisant les transactions suspectes avec le revenu trimestriel, les frais généraux et les marges bénéficiaires. Je l'ai regardé remplir une page entière de chiffres. Combien ? Arthur a tapoté son stylo contre le bloc-notes et a fixé les calculs. Sans un audit complet. Un schéma comme celui-ci remontant à 18 mois, nous parlons d'un minimum de 275 000 euros. Ça pourrait aller jusqu'à 460 000 euros. Un demi-million d'euros. Le genre de somme qui détruit des entreprises et envoie des gens en prison. Nous le disons à mon père. Arthur m'a regardé par-dessus ses lunettes. Léo, ton père ne voudra pas entendre ça.
Tu sais comment il est avec Simon. Je le savais, mais j'étais assez stupide pour penser que les liens du sang et l'éthique des affaires l'emporteraient sur le favoritisme. C'était la plus grande erreur de ma vie. La réunion a eu lieu un jeudi après-midi fin mars. J'avais passé 3 jours à rassembler toutes les preuves que je pouvais trouver, relevés bancaires, bons de commande, manifestes d'expédition, notes de frais, tout était organisé dans un classeur avec des onglets et des sections surlignées, comme si je préparais un procès. Car d'une certaine manière, c'était le cas. Mon père était assis derrière son bureau. Simon était là aussi, affalé dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre avec cette confiance facile de quelqu'un qui n'a jamais eu à se battre pour sa place. J'ai exposé les preuves. J'étais professionnel, juste les faits. Je leur ai montré les écarts, souligné les schémas, expliqué comment les chiffres ne correspondaient pas et suggéré de faire appel à un auditeur externe pour enquêter. Mon père a écouté sans m'interrompre, son visage devenant de plus en plus rouge à chaque page que je tournais. Je pensais que c'était de la colère face à la situation, à la possibilité que quelqu'un vole son entreprise. Je me trompais là-dessus aussi. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence. Puis il s'est levé. Il n'a pas regardé les preuves. Il n'a pas posé de questions. Tu m'as fait venir ici pour accuser ton frère de vol. Je vous montre des irrégularités qui nécessitent une enquête. Des irrégularités, a-t-il craché le mot. Tu cherches des moyens de saper Simon depuis qu'il est arrivé. Parce que tu es jaloux. Parce qu'il est meilleur dans son travail que tu ne l'as jamais été. Simon n'avait pas dit un mot. Il était juste assis là avec un léger sourire, profitant du spectacle. Les chiffres ne mentent pas. Nous devons trouver quoi faire de toi, m'a coupé mon père. C'est là que j'ai réalisé que je venais de tendre à Simon la corde pour me pendre. Et à en juger par son expression, il allait savourer chaque seconde. Simon ne s'est pas contenté de me battre, il m'a détruit avec le genre de précision qui vous fait vous demander depuis combien de temps il planifiait cela. Il s'est avéré que c'était probablement depuis le jour où il a rejoint l'entreprise. La réunion est passée de mauvaise à catastrophique en moins de 20 minutes. Papa, je pense que nous devrions parler de ce qui se passe vraiment ici, a dit Simon, l'air concerné, tel le frère raisonnable aidant son cadet en difficulté. Mon père s'est rassis. Vas-y, Léo est sous pression. Il fait des erreurs dans les plannings d'expédition, s'énerve contre le personnel de l'entrepôt, arrive en retard. Je ne voulais rien dire, mais je pense qu'il pourrait être en train de faire une sorte de dépression. Je l'ai dévisagé. De quoi tu parles? Tu vois, juste là, cette colère. Ça ne te ressemble pas, Léo. Simon s'est tourné vers notre père. Je pense qu'il projette ses propres problèmes sur moi. Il crée ses théories du complot sur de l'argent manquant parce qu'il ne supporte pas la pression de son poste. La vitesse à laquelle il a retourné la situation était stupéfiante. Soudain, je n'étais plus le type qui avait découvert un vol, j'étais l'employé instable en pleine dépression. Je ne suis pas en dépression. Les chiffres sont juste ici. Les chiffres que tu as compilés, a coupé Simon en douceur. Basés sur ton interprétation. Papa, je suis dans la vente depuis 8 ans. Je sais que mes notes de frais sont plus élevées que celles de certains autres départements. C'est la nature du travail. Dîner avec les clients, voyages, divertissements, ce sont toutes des dépenses professionnelles légitimes qui génèrent des revenus réels. Alors ça ne te dérangera pas qu'un audit indépendant le vérifie? Ai-je rétorqué. Mauvaise chose à dire. Le visage de mon père est devenu violet. Tu veux que je dépense l'argent de l'entreprise pour un audit parce que tu as une théorie paranoïaque sur ton frère? Tu veux que je fasse venir des étrangers pour éplucher nos comptes et nous faire passer pour des gens qui ne savent pas gérer leur propre entreprise? Je veux m'assurer que nous ne subissons pas une hémorragie financière. La seule chose qui subit une hémorragie ici, c'est ma patience avec ces bêtises. Laurent s'est de nouveau levé. J'en ai assez de tout ça. Léo, tu es mis à pied. 2 semaines sans salaire. Profite de ce temps pour savoir si tu veux faire partie de cette entreprise familiale ou si tu veux continuer à porter des accusations contre ton frère. Mis à pied pour avoir apporté des preuves de vol potentiel au propriétaire de l'entreprise. J'ai regardé Simon. Il arborait toujours ce léger sourire, comme s'il attendait ce moment précis depuis des années. C'est de la folie, ai-je dit. Ce qui est fou, c'est un fils qui se retourne contre son propre frère, a répondu mon père. Maintenant, sors. Je ne veux pas te voir pendant 2 semaines.
Peut-être que ça te donnera le temps de te souvenir de ce que signifie la famille. Je suis sorti avec ce classeur de preuves, sachant que je venais de commettre la plus grosse erreur de ma vie. Mais je n'ai réalisé à quel point elle était grosse que 3 jours plus tard. La mise à pied était déjà assez grave. 2 semaines sans salaire quand on vit dans un appartement appartenant à l'entreprise et qu'on conduit une voiture de fonction, ça vous fait soudain réaliser à quel point peu de choses vous appartiennent vraiment. J'ai passé les 2 premiers jours à réexaminer les preuves, cherchant quelque chose de plus solide, d'indéniable. J'ai appelé Arthur le 2e jour et lui ai demandé s'il me soutiendrait si je poussais pour un audit indépendant. Il est resté silencieux un long moment. Trop long. Léo, j'ai une famille, une pension. Je suis à 3 ans de la retraite. C'est là que j'aurais dû savoir que les murs se refermaient sur moi, mais je me suis dit que je surmonterais ça, que je passerais le temps à organiser plus de preuves et peut-être à approcher d'autres membres du conseil d'administration. Mon père finirait par se ranger à mon avis quand les chiffres deviendraient impossibles à ignorer. Puis le 3e jour est arrivé. J'étais à l'épicerie en train d'acheter des ramen et du café bon marché, essayant de faire durer mes économies personnelles, quand mon téléphone a sonné. C'était mon père. Tu dois passer au bureau. 16 heures. Ne sois pas en retard. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Une partie de moi pensait qu'il avait peut-être regardé les preuves. Qu'il avait peut-être réalisé que j'avais raison. Que c'était peut-être sa façon de me rappeler pour s'excuser et lancer une véritable enquête. J'étais un idiot. Quand je suis entré dans son bureau, Simon était là. Brigitte des ressources humaines aussi. C'est là que j'ai su. Léo, nous avons mené une enquête interne, a commencé mon père. Ce que nous avons trouvé est troublant. Ma poitrine s'est serrée. Quelle enquête? Tes activités financières. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. Des bons de commande avec ta signature pour des matériaux jamais livrés. De l'argent qui est allé sur des comptes que nous ne pouvons pas tracer. Je l'ai ouvert. Chaque page était comme un coup de poing dans le ventre. Ma signature. Mes codes d'autorisation. Des bons de commande totalisant 370 000 euros. Des fournisseurs dont je n'avais jamais entendu parler. 18 mois de vol avec mon nom estampillé partout. C'était exactement le même schéma que j'avais trouvé dans les dossiers de Simon. Il avait simplement copié-collé son propre crime et changé le nom pour le mien. C'est un faux, ai-je dit, mais mes mains tremblaient, ce qui me donnait l'air complètement coupable. Je n'ai jamais autorisé quoi que ce soit de tout ça. Quelqu'un a utilisé mes identifiants. Ils sont dans le système sous votre identifiant, a dit Brigitte d'un ton sec. Quelqu'un a utilisé mes identifiants. C'est exactement ce dont je te prévenais, a coupé mon père. Ce que tu essayais de faire, c'était de couvrir ton vol en accusant ton frère. Arthur m'a porté ça à mon attention hier. Arthur. Le directeur financier qui avait convenu que quelque chose n'allait pas, qui m'avait aidé à voir le schéma. Arthur m'avait balancé. Ou alors Simon l'avait contacté en premier avec des preuves fabriquées, et Arthur avait choisi la survie. C'est un coup monté, ai-je dit, détestant mon ton désespéré. Simon vole, et maintenant il me fait porter le chapeau. Ce que je vois, c'est un fils qui a volé sa propre famille, la voix de Laurent était glaciale. Tu es renvoyé. La sécurité va t'escorter dehors. 1 heure pour vider tes affaires de l'appartement de l'entreprise. Les clés de la voiture restent ici. Ordinateur, téléphone, tout reste. Papa. Je ne suis pas ton père. Tu n'es pas mon fils. Tu es un ancien employé qui a de la chance que je n'appelle pas les flics. Il m'a tendu un document. Signe ça. Lettre de démission. Tu signes, nous ne portons pas plainte. Tu te bats, je te fais arrêter avant que tu n'atteignes ta voiture. La pièce tournait. J'ai regardé Simon, qui arborait toujours ce sourire, Brigitte, qui fixait ses notes, et j'ai signé parce que je n'avais rien. Pas d'avocat, pas de preuve qui n'était pas enfouie sous des faux, aucun moyen de me battre. Mon père venait de choisir l'enfant chéri plutôt que moi. La sécurité m'a raccompagné. Gérard de l'entrepôt n'a pas voulu croiser mon regard. Je suis resté là pendant qu'il jetait ma vie dans des sacs poubelles. 1 heure, ce n'est pas long pour emballer 3 ans. Quand j'ai quitté ce bâtiment, j'avais 3 sacs poubelles, un ordinateur portable mourant, 1 700 € en banque et nulle part où aller. Simon avait gagné. Il avait volé l'entreprise, m'avait fait accuser à sa place,
avait monté mon père contre moi, m'avait fait renvoyer et mis à la rue en un après-midi. Et il avait fait ça avec une facilité déconcertante. Dormir dans sa voiture en novembre vous apprend des choses sur la survie, comme combien de temps on peut passer sans se doucher avant que les gens ne traversent littéralement la rue pour vous éviter, ou quelles stations-service ont des toilettes où l'on peut réchauffer des nouilles instantanées avec l'eau du robinet à 2 heures du matin sans se faire expulser, ou combien de couches de vêtements il faut quand la température descend à moins 6 degrés Celsius. La première nuit sur le parking de Carrefour, je me suis dit que c'était temporaire, juste le temps que je me remette sur pied. La 4e nuit, la sécurité a frappé à ma fenêtre à 3 heures du matin avec une lampe de poche dans mon visage et m'a dit de partir où ils appelleraient les flics pour vagabondage. Alors j'ai conduit jusqu'à un autre carrefour de l'autre côté de la ville et j'ai recommencé tout ce processus humiliant. Voilà ce que 12 ans de travail loyal vous rapportaient quand l'enfant chéri décidait que vous étiez sur son chemin. Chaque appartement que j'appelais vérifier mon crédit et appelait fourniture industrielle Mercier pour une vérification d'emploi. Ce que Brigitte leur disait me rendait radioactif. Refusé. De vieux amis du lycée avaient soudain des excuses pratiques. Mec, j'adorerais t'aider, mais ma copine me tuerait. Léo, mon pote, je suis dans un studio. Il y a à peine de la place pour moi. J'ai entendu ce qui s'est passé dans l'entreprise de ton père. C'est peut-être mieux si on ne. Tu sais. Ouais, je savais. Au 6e jour, il me restait 870 €. J'ai tout dépensé dans un motel bon marché quand la pluie rendait la voiture insupportable et dans de la nourriture à 1 € qui vous faisait vous sentir encore plus mal après l'avoir mangé. J'ai postulé à 11 emplois, sans recevoir aucun appel. Le 23e jour, je mettais des articles en rayon dans une quincaillerie pour 12 € de l'heure. De nuit. L'entretien, si on peut appeler ça comme ça, a duré 5 minutes. Le directeur était Christian, un type d'une 50aine d'années qui en avait vu assez pour ne pas juger. T'as déjà travaillé dans la vente au détail? Non, mais j'ai géré la logistique pour une entreprise de fabrication pendant 12 ans. Christian a regardé ma chemise froissée et ma barbe de 3 jours, puis la voiture dans laquelle je dormais, garée sur son parking. Il reconnaissait une histoire de malchance quand il en voyait une. Tu arrives à l'heure, tu travailles. Ton histoire, je m'en fiche. Tu peux soulever 22 kilos? Oui. Tu es embauché. De 22 heures à 6 heures. J'avais un travail, juste assez pour ne pas mourir de faim. J'ai trouvé un appartement le 35e jour, 550 € par mois pour un studio qui aurait dû être condamné. Ça a pris chaque euro que j'avais économisé du travail à la quincaillerie, plus ce qui restait de mes économies initiales. Les murs étaient si fins qu'on entendait les voisins respirer. Le radiateur faisait un bruit de meurtre chaque fois qu'il se mettait en marche. La salle de bain avait de la moisissure qui poussait sur la moisissure. Mais il y avait 4 murs et une porte qui fermait à clé. Après un mois dans ma voiture, ça ressemblait à un palais. Le 2e mois, l'histoire a commencé à se répandre dans le milieu des affaires locales comme une traînée de poudre. Soudain, tout le monde dans le réseau de fabrication locale savait que Léo Mercier avait été surpris en train de voler, détournant des centaines de milliers, s'était fait prendre, renvoyer, et allait probablement bientôt en prison. Quand on perd tout, les gens supposent qu'on le mérite. Personne ne veut s'associer au type qui a trahi les siens. J'ai arrêté de sortir, sauf pour le travail. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer ce qui s'était vraiment passé parce que personne ne voulait l'entendre. Le 3e mois, ma voiture est morte. La transmission a lâché. Le mécanicien m'a demandé 2600 € pour la réparer. J'avais 415 € en banque après avoir payé le loyer et la nourriture pour le mois. Ce n'était même pas un choix. Alors j'ai commencé à prendre le bus, 2 heures de trajet pour aller à la quincaillerie, 4 heures par jour dans les transports en commun, à travailler 8 heures pour 12 € de l'heure, à rentrer dans mon appartement minuscule pour manger de la nourriture au micro-ondes, et à essayer de ne pas penser à la façon dont toute ma vie s'était effondrée. L'ironie de tout ça ne m'échappait pas. J'avais passé 12 ans à construire une carrière, à apprendre un métier de A à Z, à devenir légitimement bon dans ce que je faisais, et maintenant je gagnais moins que les jeunes de l'entrepôt que je dirigeais. C'est à ça que je pensais pendant ces longs trajets en bus, à quel point tout était injuste. Mais voici ce qui arrive quand on touche le fond et qu'on continue. On commence à voir les choses clairement. Et j'ai réalisé quelque chose pendant le 4e mois. Pendant que je chargeais des boîtes de forêt à 2 heures du matin et que j'essayais de ne pas penser à mon ancienne vie, je restais attentif, je remarquais toujours des schémas, je me souvenais de détails que d'autres négligeaient.
C'était la même compétence que j'avais développée pendant 12 ans en tant que fils négligé. La capacité de remarquer les détails, de repérer les schémas, de se souvenir de choses qui ne collaient pas, de voir ce que les autres manquaient. Parce que voici ce qui n'avait pas de sens, si Simon avait réussi à me faire accuser de détournement de fonds, si j'étais le voleur et lui la victime innocente, pourquoi n'avait-il pas porté plainte? Mon père avait dit que j'avais de la chance qu'il n'appelle pas les flics. Mais 4 mois plus tard, pas de flics, pas d'accusation, pas d'action en justice, juste une démission discrète et ma disparition dans la nuit. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne pouvait pas porter plainte parce que s'il le faisait, il y aurait une enquête. De vrais enquêteurs qui ne se soucieraient pas des politiques familiales et qui trouveraient la véritable piste de l'argent manquant. Il ne pouvait pas se permettre une véritable enquête, ce qui signifiait que quelque part, d'une manière ou d'une autre, il y avait encore des preuves qui pouvaient prouver ce qui s'était vraiment passé. Je devais juste les trouver. Et je devais le faire sans ressources, sans accès à l'entreprise, et sans allié à part mon propre refus obstiné d'accepter cela comme ma fin. Un mardi du 5e mois, en mangeant des pâtes à 1 euro, j'ai reçu un courriel d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Pas d'objet, juste une pièce jointe. Des dossiers financiers de fourniture industrielle Mercier ont explosé sur mon écran, bons de commande, notes de frais, virements bancaires, 2 ans de données, chaque entrée marquée en rouge avec des notes soulignant les écarts. En bas, une seule ligne, tu avais raison. Je suis désolé de ne pas t'avoir soutenu. Commence par là. Arthur. Le directeur financier qui m'avait sacrifié venait de me tendre une arme chargée. Et soudain, je me suis souvenu de quelque chose que mon grand-père disait, la seule chose plus dangereuse qu'une personne qui n'a rien à perdre, c'est une personne qui n'a rien à perdre et qui sait comment conserver les preuves. Il était temps de commencer à remonter la pente. Vous savez ce qui est pire que d'être fauché, sans abri et accusé à tort? Essayez de prouver son innocence quand le monde entier a déjà décidé que vous êtes coupable. Mais voici ce que 6 mois au plus bas m'ont appris, quand il ne vous reste plus rien à perdre, vous devenez dangereux. Le tableur d'Arthur m'a donné une carte. Maintenant, je devais la suivre jusqu'à l'argent. J'ai commencé à passer mon temps libre à la bibliothèque municipale. Internet gratuit, un endroit calme pour travailler. J'ai créé une nouvelle adresse électronique et j'ai commencé à contacter les fournisseurs listés dans les bons de commande suspects. La plupart n'ont pas répondu, certains n'existaient pas, mais quelques-uns m'ont recontacté. Un courriel a tout changé. Il provenait d'un petit atelier de fabrication à Orléans. J'avais posé des questions sur leurs affaires avec Fourniture Industrielle Mercier au cours des 3 dernières années. Le propriétaire a répondu en 2 jours. Nous avons travaillé pour Mercier il y a 5 ans. Nous n'avons plus eu de contact depuis 2019. Pourquoi? J'ai regardé le bon de commande signalé par Arthur, daté d'il y a 8 mois, pour 43 000 € de pièces sur mesure, prétendument de cet atelier d'Orléans. Des pièces qu'il n'avait jamais fabriquées, de l'argent qu'il n'avait jamais reçu. Je le tenais. J'ai documenté cela. J'ai commencé à parcourir la liste des fournisseurs, à appeler des entreprises, à envoyer des courriels, à poser des questions. J'ai découvert que la moitié des fournisseurs de ces bons de commande n'avaient jamais fait affaire avec Fourniture Industrielle Mercier dans les délais indiqués. Quelqu'un créait de faux bons de commande, autorisait des paiements à des fournisseurs fantômes et empochait l'argent. Ce quelqu'un était Simon. Ça devait être lui. Il avait accès au système d'achat. Il avait les codes d'autorisation. Et il avait été malin, de petites sommes réparties sur des dizaines de transactions sur 2 ans, rien d'assez gros pour déclencher des alertes automatiques. 3 semaines après le courriel d'Arthur, il s'est présenté à la quincaillerie à 6 heures du matin, à la fin de mon service. Je chargeais la dernière palette quand je me suis retourné, et il était là, debout dans l'allée comme un fantôme de mon ancienne vie. Léo. Arthur. Il n'a pas perdu de temps. Il a sorti une clé USB et l'a glissée dans ma main comme s'il me passait des informations classifiées. Relevé bancaire. 3 ans. Chaque transaction. Tout ce dont tu as besoin. J'ai fixé la clé. C'était ça. C'était la preuve. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 5 mois, quand ça aurait vraiment compté? Son visage s'est tordu. Parce que j'ai observé Simon travailler sans toi pour le contrebalancer. Il devient imprudent. Des montants plus importants, des transferts plus fréquents. Il pense qu'il a gagné. Et ton père? Arthur s'est arrêté, a dégluti difficilement. Ton père est malade, Léo.
Des problèmes cardiaques. Il ne pense pas clairement. Il laisse Simon faire tout ce qu'il veut. À ce rythme, l'entreprise a peut-être 6 mois avant de s'effondrer. Il aurait dû y penser avant de me vendre. Je sais. J'ai choisi la survie plutôt que la vérité. C'est quelque chose que je porterai pour toujours. Il m'a regardé droit dans les yeux. Mais Simon prépare quelque chose de gros. Je ne sais pas quoi, mais quand ça arrivera, il n'y aura plus rien à sauver. Quoi que tu comptes faire avec cette clé, fais-le vite. Il est parti avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire. Je suis rentré chez moi, j'ai fait du café, je me suis assis à ma table bancale, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai inséré la clé USB. Les fichiers se sont chargés, des centaines d'entre eux. Relevés bancaires, journaux de transactions, état de compte, 3 ans de données financières de fourniture industrielle Mercier, organisées par trimestre, par compte, par type de transaction. Arthur m'avait tout donné. J'ai commencé à creuser. Pendant une semaine, des sessions de 8 heures après la fin de mes services à l'entrepôt à 6 heures du matin, à croiser les bons de commande avec les virements bancaires, à faire correspondre les dates de facturation avec les dépôts, à suivre chaque euro. Au 3e jour, je savais que c'était pire que ce que tout le monde pensait. Au 7e jour, j'avais le tableau complet. 820 000 euros. Pas les 275 000 à 460 000 euros qu'Arthur avait initialement estimés. Loin de là. Simon avait volé 820 000 euros en 3 ans. 217 transactions distinctes, faux fournisseurs, notes de frais gonflées, système de pots de vin avec de vrais fournisseurs qui surfacturaient et partageaient la différence avec lui. Il avait bâti toute une entreprise criminelle au sein de l'entreprise familiale. Et il l'avait fait si soigneusement que sans quelqu'un examinant chaque transaction avec une attention paranoïaque aux détails, on ne l'aurait jamais attrapé. Mais je l'ai attrapé. Et j'avais les reçus pour chaque centime. J'ai commencé à monter le dossier comme si ma vie en dépendait. Des tableurs avec des codes couleurs par type de transaction. Des contacts de fournisseurs avec des confirmations par courriel qu'ils n'avaient jamais effectué le travail listé. Des virements bancaires. Une chronologie montrant comment le vol s'était accéléré juste après la promotion de Simon. Il a fallu un autre mois. Les services à la quincaillerie de 22 heures à 6 heures. Puis directement à la bibliothèque pour enquêter jusqu'à ce que l'épuisement me force à dormir. 4 heures de sommeil les bonnes nuits, 3 la plupart du temps. J'ai perdu 7 kilos. J'avais l'air d'un fantôme. Christian m'a pris à part un soir et m'a demandé si j'étais en train de mourir de quelque chose. Je travaille sur quelque chose d'important, lui ai-je dit. Ça a intérêt à valoir le coup de mourir pour, a-t-il dit. Ça en valait la peine. Au 6e mois, j'avais tout. Un dossier complet. Des preuves qui tiendraient devant un tribunal. Assez pour laver mon nom. Assez pour détruire mon frère. La question était de savoir quoi en faire. Je pouvais aller voir les flics, les laisser s'en occuper. Regarder de loin pendant que Simon se faisait arrêter et que mon père réalisait qu'il avait jeté le mauvais fils. Mais cela semblait trop facile, trop comme une justice sans la satisfaction de les voir réaliser à quel point ils avaient merdé. J'ai appelé des concurrents qui faisaient le même travail que Mercier. J'ai découvert que Fabrication Renault cherchait à faire des acquisitions. Ils voulaient acheter Mercier depuis des années, mais mon père disait toujours non. J'ai appelé leur vice-président des acquisitions, un type nommé Adrien. J'ai dit à sa secrétaire que j'avais des informations sur fourniture industrielle Mercier que son patron voudrait voir. J'ai obtenu un rendez-vous pour le lendemain. Je suis entré dans le siège de Renault avec ma meilleure chemise, portant un dossier assez épais pour être une arme. Il m'a regardé comme si j'étais quelque chose que le concierge avait oublié de balayer. Vous avez 15 minutes. Faites en sorte que ça en vaille la peine. J'ai fait glisser le dossier sur son bureau. Le vice-président des ventes de fourniture industrielle Mercier a volé 820 000 euros à l'entreprise en 3 ans. Le propriétaire ne le sait pas car c'est son fils. Le directeur financier vient de me donner 3 ans de relevé bancaire le prouvant. L'entreprise se vide de son sang et personne n'arrête l'hémorragie. Adrien a ouvert le dossier et a commencé à lire. 15 minutes se sont transformées en 45. Il n'a pas dit un mot. Il a juste parcouru page après page. Son expression devenant de plus en plus concentrée. Finalement, il a levé les yeux. C'est vérifié? Chaque chiffre. Tout est là. Et vous m'apportez ça parce que...
Parce que je veux voir ce qui se passera quand mon père réalisera qu'il a détruit le mauvais fils. Et parce que je veux un travail quand tout ça sera terminé. Il s'est penché en arrière, m'étudiant comme si j'étais un problème de maths. Si ça se fait, ça va être brutal. Votre père perd tout. Votre frère va en prison. Ça vous va? J'ai pensé à dormir dans ma voiture, à la quincaillerie à 2 heures du matin, à mon père me disant que je n'étais pas son fils. Ouais, ça me va. Adrien a souri. Parlons de vos exigences salariales. Les acquisitions d'entreprise ne sont pas dramatiques. Elles sont chirurgicales, froides. J'ai pu assister à tout ça aux premières loges. Adrien m'a engagé comme consultant le jour même où je lui ai apporté les preuves. Un vrai salaire, un vrai bureau, un respect réel de la part de collègues qui ne me prenaient pas pour un voleur. Il m'a mis au travail pour faire ce que je faisais de mieux, documenter chaque fissure dans les fondations de fournitures industrielles Mercier. C'était étrange au début, d'aider à détruire l'héritage de mon grand-père, mais ensuite je me souvenais que Simon était déjà en train de le détruire. Je ne faisais que contrôler l'effondrement. La première offre est arrivée à la mi-octobre. Renault a envoyé à mon père une lettre proposant une acquisition à 60% de la valeur de l'entreprise d'il y a 3 ans. Elle incluait un langage très prudent sur des irrégularités financières, qui nécessiteraient une enquête lors de la vérification préalable. Mon père l'a rejetée en moins d'1 heure. Il a appelé Adrien personnellement, lui a dit que Mercier n'était pas à vendre à aucun prix et de se garder son offre insultante. La deuxième lettre de Renault n'était pas une offre. C'était un tir de semonce envoyé directement au conseil d'administration de Mercier. Un résumé détaillé des preuves financières que j'avais compilées. Des écarts systématiques. Un détournement de fonds potentiels. Une forte recommandation pour un audit indépendant immédiat avant que l'entreprise n'implose. C'est là que les dominos ont commencé à tomber. Fourniture industrielle Mercier avait 5 membres au conseil d'administration. Mon père contrôlait 3 votes, mais les 2 autres étaient des investisseurs externes. Ils ont vu cette lettre et ont senti l'odeur du sang. Réunion d'urgence du conseil, exigence d'un audit. Mon père a essayé de le bloquer, a qualifié cela de gaspillage de ressources, mais il a été mis en minorité par 3 voix contre 2. Les investisseurs externes ne se souciaient pas de la famille. Ils se souciaient de leur argent. L'audit a duré 6 semaines. Des experts comptables judiciaires sont arrivés avec des boîtes de documents et des ordinateurs portables, se sont installés dans une salle de conférence et ont examiné chaque transaction, chaque relevé bancaire, chaque note de frais des 3 dernières années. Ils ont trouvé tout ce que j'avais trouvé. Et puis ils ont continué à creuser. Le chiffre final était de 900 000 €, 3 ans de vol systématique, 217 transactions distinctes. Les comptables ont remonté la piste jusqu'à Simon en 2 semaines, ses signatures numériques, ses codes d'autorisation, des comptes bancaires à son nom cachés derrière une société écran enregistrée au Luxembourg. Il avait été malin, mais pas assez. Simon a essayé de fuir, il est arrivé jusqu'à l'aéroport, un billet pour Marrakech à la main, quand la police judiciaire l'a attrapé à la porte d'embarquement. Fraude électronique, fraude bancaire, détournement de fonds, le genre d'accusation qui s'accompagne de peines de prison obligatoire et aucune chance de négocier une peine. Mon père a eu une crise cardiaque quand la police judiciaire s'est présentée avec des mandats. Une légère. Il a survécu mais a passé 1 semaine à l'hôpital pendant que les agents épluchaient chaque dossier du bâtiment. Je ne lui ai pas rendu visite, je n'ai pas appelé, j'ai juste attendu. La deuxième offre d'acquisition est arrivée pendant que mon père était hospitalisé. Renault offrait 16,5 millions €, environ 45% de la valeur précédente. Accepter ou faire face à la faillite quand les frais juridiques et l'enquête détruiraient ce qui restait. Arthur a appelé de l'hôpital. Mon père voulait me voir. Il devait me parler avant de décider. J'ai failli dire à Arthur que Laurent Mercier n'était plus mon père, mais j'y suis allé parce que je voulais qu'il voie mon visage quand il réaliserait ce que ses choix avaient coûté. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et l'échec. Mon père avait l'air petit dans le lit. J'ai tiré une chaise, je me suis assis et j'ai attendu. Léo, a-t-il finalement dit, la voix faible. Arthur m'a raconté ce qui s'est passé, ce que Simon a fait, ce que je t'ai fait. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix, ai-je corrigé. Tu as choisi de croire Simon sans regarder les preuves. Tu as choisi de me renvoyer sans enquête. Tu as choisi de me chasser de l'entreprise et de ta vie parce que je menaçais ton image de l'enfant chéri. C'était des décisions. Il a fermé les yeux.
On aurait dit qu'il avait vieilli de 20 ans en 6 mois. Je suis désolé. Trop tard. Tu sais ce que j'ai fait après que tu m'as renvoyé, ai-je demandé. J'ai dormi dans ma voiture pendant 1 mois. Je ne pouvais pas trouver d'appartement parce que ton service des ressources humaines détruisait mes références. Je ne pouvais pas trouver de travail dans mon domaine parce que tout le monde avait entendu dire que j'avais volé ma propre famille. J'ai mis des articles en rayon dans une quincaillerie pour 12 € de l'heure pendant que Simon dépensait l'argent qu'il t'avait volé pour tout ce qu'il voulait. Le moniteur cardiaque de mon père a commencé à biper plus vite. Tu veux savoir le pire? Ai-je continué. Ce n'était pas de perdre le travail. Ce n'était même pas de te perdre. C'était de réaliser que rien de ce que j'avais fait n'avait jamais compté. 12 ans de travail, tout ça sans signification parce que tu avais déjà décidé que Simon était le fils qui valait la peine d'être gardé. Ce n'est pas vrai. C'est entièrement vrai. Tu lui as donné un poste de vice-président dès sa sortie de l'université. Tu l'as défendu sans poser de questions. Tu as cru ses mensonges sur ma dépression. Tu as regardé des preuves de vol et tu as décidé que j'étais le criminel parce que c'était plus facile que d'admettre que ton fils préféré te volait aveuglément. Le visage de mon père était devenu pâle. Mais je n'avais pas fini. Renault achète l'entreprise. Tu le sais? Il a hoché la tête. Tu sais qui leur a donné les preuves? Qui a documenté chaque chose illégale que Simon a faite? Qui a monté le dossier qui les a convaincus que tu étais assez désespéré pour vendre pour une bouchée de pain? J'ai vu ses yeux s'écarquiller, je l'ai vu faire le rapprochement. C'est exact. Ton fils reniait. Je me suis penché en avant. J'ai passé 6 mois au plus bas à rassembler les preuves qui détruisent tout ce que tu as construit. Pas par vengeance, mais parce que c'était le seul moyen de laver mon nom et d'empêcher Simon de te saigner à blanc jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Léo, a-t-il dit, à peine un murmure. Tu veux le pardon? Tu veux que je dise que nous pouvons reconstruire notre relation? Que je comprends que tu as été manipulé? Je me suis levé. Je ne peux pas. Simon t'a manipulé. Mais tu l'as laissé faire. Tu voulais le croire. J'ai marché jusqu'à la porte, je me suis arrêté. L'offre de Renault est juste. Tu devrais l'accepter. Paye les avocats. Règle tes comptes avec les investisseurs. Ce qui restera sera à toi. Mais j'en ai fini. Nous en avons fini. Tu m'as renié il y a 6 mois. Considère que c'est mutuel. Et l'entreprise? L'héritage de ton grand-père? L'héritage de grand-père est mort quand tu as laissé Simon en faire sa banque personnelle. J'ai ouvert la porte. Léo, la voix de mon père m'a arrêté. Tu travailles pour Renault? Directeur des opérations à partir du mois prochain. 40% d'augmentation par rapport à ce que je gagnais chez Mercier. Je l'ai laissé là, je suis sorti de cette chambre d'hôpital sans regarder en arrière. Je l'ai laissé, petit et brisé dans ce lit. Comprenant enfin ce qu'il en coûtait de faire le mauvais choix. Arthur a appelé 2 jours plus tard. Mon père avait signé l'accord. Fabrication Renault a acquis fourniture industrielle Mercier pour 16,5 millions d'euros, environ la moitié de ce qu'elle aurait valu avant le scandale. Mon père s'en est sorti avec environ 6,6 millions d'euros après avoir remboursé les dettes, les frais juridiques et réglé ses comptes avec les investisseurs qui menaçaient de poursuites. Les membres du conseil d'administration ont obtenu leur part contractuelle. Arthur a gardé son poste pendant la transition, bien que je soupçonne qu'il prendrait bientôt sa retraite. Les employés ont gardé leur emploi. Renault voulait la main-d'œuvre qualifiée et les relations avec les clients. C'était la seule bonne chose qui soit ressortie de tout ça. Les personnes qui n'avaient rien à voir avec le vol de Simon ont pu conserver leurs moyens de subsistance. Simon a été inculpé, risquant 12 à 15 ans pour fraude électronique et détournement de fonds. Son avocat essayait de négocier un accord, mais les procureurs n'étaient pas intéressés. Ils voulaient faire de lui un exemple. Je ne suis pas allé au procès. Je n'avais pas besoin de le voir. L'issue était inévitable. J'ai commencé mon travail chez Renault en novembre. Un beau bureau, un bon salaire et le respect de collègues qui ne me prenaient pas pour un voleur. Adrien m'a appelé dans son bureau après ma première semaine. Vous avez fait du bon travail en nous apportant ça, Léo. Les actifs de fourniture industrielle Mercier vont nous rapporter beaucoup d'argent une fois que nous les aurons correctement intégrés. Heureux d'avoir pu aider. Vous voulez savoir ce qu'il advient de l'héritage de votre père maintenant? J'y ai pensé.
Les machines que mon grand-père avait construites à la main. L'entrepôt où j'avais chargé des camions à 5 heures du matin. Pas vraiment, ai-je dit. Adrien a hoché la tête. C'est juste. Mais pour ce que ça vaut, vous avez sauvé cette entreprise. 6 mois après l'acquisition, Arthur s'est présenté à mon appartement avec du café. Je pensais que tu aimerais un peu de compagnie, a-t-il dit. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine. Il a versé 2 tasses. Ton père a vendu sa maison, il déménage sur la Côte d'Azur. Il dit que le froid le dérange. Tant mieux pour lui. Il voulait que je te donne quelque chose. Arthur a sorti une enveloppe. Il a dit qu'il a essayé d'appeler, mais que tu n'as jamais répondu. J'ai regardé l'enveloppe sans la prendre. C'est un chèque de la vente. Ta part si les choses s'étaient passées différemment. Je ne veux pas de son argent. Je sais, mais il voulait que je te dise quelque chose. Arthur a pris une gorgée. Il a dit qu'il sait qu'il ne peut pas réparer ce qu'il a cassé, mais que l'argent est à toi de toute façon. Sans condition, juste ce que tu aurais dû avoir s'il n'avait pas été un imbécile. J'ai fixé l'enveloppe un long moment. Finalement, je l'ai ouverte. Un chèque de 370 000 euros. Ma part de ce qui restait après le cauchemar juridique créé par Simon. L'argent du sang, l'argent de la culpabilité, l'argent qui arrive trop tard, mais aussi l'argent pour le loyer, pour une voiture, l'argent pour ne plus jamais mettre d'article en rayon à 2 heures du matin. Je l'ai plié et mis dans ma poche. Dis-lui que je l'ai reçu. Arthur a hoché la tête. Il voulait aussi que je te dise que la date du procès de Simon est fixée à mars. Il n'offre plus d'accord. Le procureur veut la peine maximale. Bien. Tu comptes y aller? Non, ai-je dit en sirotant le café. Je n'ai pas besoin de voir ça. Il s'est détruit tout seul. Je lui ai juste donné la corde. C'est une façon de voir les choses, a dit Arthur en se servant une autre tasse. L'autre façon, c'est que tu as survécu à quelque chose qui aurait dû t'enterrer et que tu en es sorti intact. C'est ça, la victoire. J'y ai pensé. Il y a 6 mois, j'étais au plus bas. Maintenant, j'avais un appartement sans moisissure. Un travail qui payait un vrai salaire, le respect de gens qui comprenaient ce que je pouvais faire. Un père qui avait enfin admis qu'il avait eu tort, même s'il était trop tard pour que ça compte. Simon allait en prison. Mon père avait perdu presque tout ce qu'il avait construit. L'entreprise que mon grand-père avait créée appartenait désormais à des étrangers. Nous avons bu en silence pendant un moment. Mon téléphone a vibré. Un message d'Adrien. Réunion demain sur les plans d'expansion. Renault se développait rapidement, absorbant les actifs de Mercier et cherchant à en acquérir d'autres. Il voulait que je fasse partie de l'équipe qui réalisait cela. Simon est passé en jugement en mars. Il a pris 14 ans de prison. J'ai entendu dire qu'il a pleuré lors du prononcé de la peine. Il a dit qu'il était désolé. Trop tard pour les regrets. Mon père a déménagé dans une résidence pour retraités sur la Côte d'Azur. Il lui restait de l'argent mais pas assez pour reconstruire. Je le vois une fois par an maintenant. Un déjeuner gênant où nous parlons du temps et de son golf et de tout sauf de ce qui s'est passé. La crise cardiaque et le stress l'ont vieilli de 20 ans. Il me pose des questions sur mes affaires. Il ne pose plus de questions sur Simon. Certaines relations se brisent et le reste. Je ne le déteste pas. Je ne déteste pas Simon non plus. Je ressens juste ce vaste espace vide là où se trouvait une famille. Ils ont choisi le confort. J'ai choisi la survie. Et nous en avons tous payé le prix. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus et de meilleures histoires. Merci.